bienvenue. Nous sommes ici aujourd'hui avec Alexandra Mikhalkova et Amélie Paterne. On est des collègues, excusez-moi mon français, pour parler d'un sujet qui est très important et qui nous concerne beaucoup, beaucoup de monde. Alors, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez chacune dire quelques mots sur vous-même? Hmm. Oui, je vais commencer. Moi, je vous ai rencontrées toutes les deux lorsque je me suis formée en hypnonaissance. J'étais déjà hypnothérapeute. Je suis aussi un coach en holistic breath, qui est une technique de respiration consciente. Et je suis maman. Je suis 4 fois maman. Voilà pour ma petite présentation. Super, merci. Et Amélie? Et donc, moi, je suis Amélie Paterne, je suis aussi éducatrice en hypnonaissance et doula postnatale. Donc, j'accompagne des couples à travers ces moments importants de la vie qui est la grossesse, la préparation à la naissance et aussi la période du postpartum, afin de les aider à être justement plus autonomes, à bien vivre ces périodes de transition et à être mieux accompagnés sur le chemin de la parentalité. Donc, je suis également maman. Et voilà, j'ai à cœur de partager tout ce qui peut aider les parents à être voilà, mieux accompagnés, comme je disais, dans ces moments-là. Super, merci. Et pour ma part, je suis Julie Gerland. Vous entendez, je ne suis pas française, je suis anglaise. Et ça fait plus de 45 ans que je suis dans cette quête de offrir des mamans et des professionnels un moyen d'avoir des enfants qui sont en bonne santé, qui sont heureux, qui sont bien portants et d'avoir œuvré auprès de las Nations Unies pour que cette période de la conception jusqu'à la petite enfance soit reconnue comme une fenêtre, une opportunité vraiment de donner le base pour tout au long de la vie d'un enfant pour justement la santé et le bien-être. En France, c'est reconnu par la Commission des 1000 jours. Alors nous sommes aujourd'hui confrontés avec quelque chose qui nous arrache le cœur, vraiment, parce que on sait que les dépressions postpartum sont maintenant touchent plus d'une femme en 5. Alors ça, c'est vraiment, c'est beaucoup. Et justement, le suicide, c'est le moyen le plus répandu de la mortalité des nouveaux mères. Alors, vraiment, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Et j'aimerais vous lire un petit extrait un article qui est apparu dans le Figaro il y a quelques semaines, qui m'avait particulièrement touchée. Alors, c'est une psychologue clinicienne et essayiste, Marie-Estelle Dupont, qui a dit: sommet de laisser leur bébé de 2 mois et demi à des parfaits inconnus et sous-effectifs et payés au lance-pierre, les mères retournent travailler sans même avoir cicatrisé. Et ces débuts chaotiques font le lit de dépression de postpartum. Alors voilà, c'est une question qui est actuellement de l'actualité. Et nous avons entre nous des réponses et des expériences. Alors, je vais demander à Amélie de nous raconter un petit peu euh, ses avis vis-à-vis de ça. Hmm. Merci Julie. Effectivement, c'est un gros problème de société dont on commence à parler de plus en plus, mais qui pendant longtemps est resté, je pense, trop sous silence, est resté sous silence. C'est la détresse de beaucoup de mamans dans la période postpartum. Alors, il faut savoir que le postpartum, ça peut être une période qui peut se préparer en amont. C'est-à-dire que souvent, on se dit, ben, on verra après, on s'occupe souvent de la naissance, mais sans envisager en fait le postpartum. Or, tout ça est une continuité.
C'est-à-dire que toute cette période englobe à la fois la grossesse, le vécu de l'accouchement et la suite. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui et qui serait important d'entendre pour tout le monde, c'est que cette période du postpartum se prépare en amont. C'est-à-dire que dès la grossesse, la manière dont va vivre la maman cette période-là, son vécu du jour de la naissance, parce que ça aussi, on sait que malheureusement encore en France, la majorité des femmes vivent des expériences plutôt traumatiques. Et tout ça fait partie en fait d'un ensemble de facteurs qui peut favoriser plus de dépression postpartum. Et juste concernant mon expérience, puisque je suis éducatrice en hypnonaissance, j'ai constaté qu'avec les couples que j'ai accompagnés, euh, les mères ne font pas face à ce type de problématique en postpartum parce qu'elles ont, dès la grossesse, utilisé, on va dire, à la fois des outils, une préparation, une connexion au bébé. Ça, on n'en parle pas aussi suffisamment. On sait aujourd'hui que cette connexion au bébé permet de créer déjà le lien d'attachement qui va se poursuivre à la naissance. Donc, il y aura moins de difficultés à créer ce lien. Et on sait que c'est le manque de lien, d'attachement et cette ocytocine qui était aussi un facteur de dépression postpartum. Donc tout ça, de mon expérience, en tout cas, moi, j'ai pas de maman qui me demande de l'aide justement pour la période postpartum, alors que je peux proposer aussi un suivi, parce que tout ça a été abordé en amont, en fait. Donc déjà, je voudrais dire ça avec juste une petite anecdote pour terminer. Une maman m'a dit un jour, j'ai rempli un questionnaire pendant la période du postpartum parce que ma sage-femme me disait que c'était voilà, maintenant assez répandu de vérifier selon certains critères si la maman justement peut être sujette à cette dépression postpartum. Et la sage-femme lui a répondu, écoutez madame, en 20 ans d'exercice, je n'ai jamais vu un score aussi bas. Vraiment, vous avez l'air épanouie et vous vivez cette période postpartum comme j'ai rarement vu. Voilà, donc ça pour moi c'est une illustration parfaite de ce qui peut être fait en amont, encore une fois pendant la grossesse et pour le jour de la naissance. Voilà déjà ce que je pourrais dire dans un premier temps. Super, merci. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut prévenir, on peut ne pas avoir, Tout à mais fait. il faut vraiment que tout le monde le sache. Il faut que des professionnels, il faut que des mamans, des pères, tout le monde, toute la société soit là pour aider la maman qui amène un autre être humain sur la planète. C'est tellement évident. Et voilà. Alexandre, qu'est-ce que tu peux ajouter à cette conversation? Je voudrais ajouter que c'est absolument pas normal d'en être arrivé là, parce que comme disait Amélie, le postpartum, c'est juste la suite de quelque chose et on est toujours dans une continuité. Le principe du continuum est essentiel depuis la nuit des temps. Il n'y a que ça, en fait. Et en fait, cette rupture du lien vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa propre confiance, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son bébé, tout ça, c'est effectivement ce qui va générer la dépression du postpartum. Mais en fait, ça ne devrait pas exister. La nature n'a jamais prévu ça. La nature n'a jamais prévu que, pour revenir sur l'article que tu as cité, Julie, la nature n'a jamais prévu qu'une mère soit séparée de son bébé, ni qu'un bébé soit séparé de sa mère. Donc c'est créé, c'est construit par le mode de vie dans lequel on évolue. Et puis alors c'est étonnant cette société parce que voilà on crée des gros problèmes et puis après tout d'un coup il y a une petite lumière qui arrive et puis on va euh, avoir la chance enfin l'hypnonaissance en fait c'est presque l'étoile des rois mages quoi, ça nous rappelle juste en fait il y a quelque chose auquel se raccrocher, mais en fait c'est que du bon sens et le bon sens de la nature et la puissance de l'esprit en fait. J'ai mon chat qui va passer devant. Et voilà, la puissance du cœur et de l'esprit, c'est ça la vie. Il n'y a pas de C'est ça. dépression, il n'y a pas de dépression prévue par la nature. Il n'y a aucun animal qui soit malheureux ou qui ne soit pas en mesure, d'ailleurs, qui perde même tout moyen de prendre soin de son bébé. Au contraire, Au contraire, elles développent les femelles, les mères développent de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes pour tout d'un coup pouvoir subvenir à répondre aux besoins d'un bébé. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça, en fait. Le dépression du postpartum, pour moi, c'était juste du chinois. J'ai eu mon bébé et tout d'un coup, je suis devenue mère et du coup, j'étais waouh, j'étais passée dans la cour des grands, quoi. J'avais plein de nouvelles aptitudes qui étaient arrivées et c'était instinctif et c'était merveilleux. Et
Et c'est vrai que ça a été un choc pour moi de voir à quel point il y avait une dégénérescence à ce niveau-là. Pour moi, la maternité et le rôle de la mère, c'est justement le berceau de la société et de la vie qui vient. L'humanité. Mm. Et donc c'est là qu'effectivement, c'est d'autant plus urgent d'œuvrer, quoi. Mm. Et est-ce que toi, tu as laissé tes bébés, parce que tu en as eu quatre, Jamais, après la naissance? Tu es resté jamais. combien de temps, par exemple? Ah, moi, j'ai gardé mes bébés collés à moi tout le temps. Je peux pas dire combien de temps parce que j'étais pas, je les ai pas non plus allaités extrêmement longtemps. Je les ai allaités tous le temps qu'ils ont demandé, mais ils ont aucun n'a demandé beaucoup. Je crois que celle que j'ai allaitée le plus, ça doit être 10 mois. Donc j'ai même, c'est pas énorme. Mais j'ai toujours eu des bébés, j'ai eu des enfants qui avaient très envie de manger autre chose, qui étaient très curieux d'aller vers l'extérieur, peut-être justement parce qu'ils étaient très collés à moi. Donc ça leur a donné une confiance et une envie d'aller voir à l'extérieur. Et donc j'étais du coup moi aussi contente qu'ils aillent voir l'extérieur. Mm. Et moi, je dirais aussi que tout au long de la grossesse et après la prise en charge de la maternité, ça favorise pas justement ce lien et de vouloir rester. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est parce que on fait cette interruption naturelle de la mère avec son vécu, ce qu'elle est en train de vivre à l'intérieur. Tout d'un coup, on arrive dans un système avec des personnes qui ne connaissent pas et, ça interrompt quelque chose de magique, je trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce qu'il y a un moyen pour changer ça? Pour que la mère se sente depuis le début, depuis la conception, complètement liée avec son bébé, que ça soit leur instinct de rester avec son bébé. Parce qu'en fait, si elle laisse son bébé à 2 mois et demi, un parfait inconnu, euh, est-ce que c'est parce qu'elle veut la laisser? Ou est-ce qu'elle est forcée de la laisser? Ou est-ce qu'elle a perdu cet instinct justement de garder son bébé? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense qu'elle n'a pas perdu son instinct. Je pense que c'est tout le côté sociétal, en fait, qui ne permet pas suffisamment ça. C'est-à-dire que déjà, même dès la grossesse, beaucoup de mamans travaillent jusque tard dans leur grossesse. Donc c'est aussi, elles mettent du temps. Moi, je vois dans certaines personnes que je côtoie et que j'accompagne, elles mettent du temps justement à connecter avec le bébé parce qu'elles sont très extériorisées. Parce qu'il y a encore le travail, parce qu'il y a encore, voilà, et on leur offre pas les conditions aussi de créer cet espace où elles sont un peu plus avec elles-mêmes et donc plus connectées à leur bébé. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais. Et pour moi, bah, dans la période postpartum, c'est la même chose quand on demande à une mère de reprendre le travail au bout de 2 mois et demi. Parce qu'on considère que le congé maternel, en tout cas par la société, que c'est suffisant. Alors qu'on sait que ça n'est pas vrai, puisque à ce moment-là, la mère est encore dans une grande vulnérabilité. Son corps est en train de récupérer après avoir quand même construit un être humain, l'avoir mis au monde. Ce petit être est très vulnérable et dépendant et il a besoin de cette connexion émotionnelle, de cette sécurité affective, puisque on sait que c'est dans les premières années de vie que se construit cet attachement. Donc, enlever la mère à son bébé à ce moment-là, c'est une aberration totale en fait, à la fois pour elle et à la fois pour son bébé. Et je pense que toute mère a cet instinct, mais elle y est plus ou moins connectée selon son environnement, selon peut-être aussi les personnes qui l'accompagnent et qui des fois, moi je sais que j'ai des personnes qui m'ont dit, mais c'est comme si tu m'avais donné l'autorisation, en fait, même de parler à mon bébé, parce que je me disais, je sais pas si c'est bien, voilà, donc il y a aussi pour moi un grand manque d'information. Et encore une fois, c'est l'environnement qui n'est pas propice à tout ça. Mais je pense que les mères sont au contraire dans beaucoup de culpabilité et de détresse de laisser leur bébé si petit à effectivement des personnes qui sont complètement inconnues, qui n'ont eux aussi pas les bonnes conditions de travail peut-être pour bien s'occuper de leur bébé. Donc c'est des déchirements qui sont terribles à vivre pour la maman et que le bébé aussi ressent. Donc en fait, ça ne sert personne. Alors que si on offrait à la mère des conditions à la fois pendant la grossesse,
et dans cette période postpartum, ben, on n'aurait pas ce genre de problème sur les chiffres que tu as donnés au départ. Il y aurait moins de problèmes aussi avec les enfants et finalement, c'est toute la société qui en bénéficierait. Donc, tout le système, pour moi, est à revoir. Absolument. Et cicatriser, c'est ça aussi. Est-ce qu'une naissance, la mère devrait forcément se cicatriser? Parce que ben, c'est juste une naissance, c'est un processus physiologique, naturel. Oui, ça peut être très fatigant, mais cicatriser, mais on sait que il y a une femme sur trois mondialement qui se dit traumatisée par leur naissance. Pourquoi c'est tellement traumatique? Mais- Alexandra? Ben justement parce que ce continuum est déjà rompu depuis longtemps. C'est-à-dire que pour moi, la, ce- le rôle de la famille, le rôle des parents, des ancêtres, toutes les transmissions naturelles, instinctives des femmes entre elles ont été effacées. Et c'est la science et la société qui dictent le comportement. Et pour moi, c'est vraiment l'une des raisons. Je trouve qu'aujourd'hui, faire le choix de s'écouter, d'accoucher euh, de la façon qui résonne le plus avec soi-même, ça devient un choix politique. Mais après, pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ça devient un choix politique parce que c'est l'émergence de la société. Confier son bébé à 2 mois et demi, ça, évidemment, ça crée cette rupture, ça va générer d'autres choses. Et ensuite, bon, le débat va très très loin. C'est pour ça que pour moi, le sens du continuum est essentiel, parce qu'après, on arrive à la problématique de l'école, qui est aussi une vraie problématique, parce que euh, très gentiment, Amélie disait euh, de façon positive, ça ne sert personne, mais en fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. À qui profite le crime? Bah, justement, à une société malade. Et, en fait, tout va très bien si on veut continuer comme ça, à avoir des humains qui deviennent de plus en plus des robots et qui soient de moins en moins conscients et libres. Il s'agit de liberté, en fait. De liberté, de conscience, de choix. Et on laisse plus beaucoup le choix. Hmm. Je me suis peut-être un peu égarée, hein. Non, non, on est vraiment au milieu de ce sujet parce que c'est tellement profond. Qu'est-ce que c'est la femme? Qu'est-ce que c'est la naissance? Qu'est-ce que c'est ce passage de la conception, cette maternité, quand toute la force de la femme, en fait, vient en jeu dès qu'elle a reçu la graine? Euh, Qu'est-ce qui fait? Quelle est cette nature qui va tout faire pour que cet enfant vienne au monde? Et c'est comme si on a voulu déchirer quelque chose de tellement parfait, de tellement beau, de tellement extraordinaire qui est le royaume de la femme. Et qu'on a peur de ça, alors il faut le déchirer, il faut le manipuler, il faut le manager, il faut... Et ça me brise le cœur. Parce que après toutes ces années, ce que je vis, ce que j'ai vécu avec tant de moments de couple, la beauté de ce que ça peut être, où la femme, elle sort comme le papillon, rayonnante, pleine de joie, dans sa force de savoir écouter son bébé. L'autre jour, j'ai rencontré un couple allemand qui ne donne pas des couches, mais pas des couches sur leur bébé. Alors, c'était un peu surprenant pour moi. C'est la première fois que j'ai rencontré un couple qui font ça. Et j'ai dit, ben alors, comment ça se passe? Elle dit, mais on est tellement en synchronicité ensemble qu'on sait exactement quand le bébé veut aller aux toilettes et on fait le nécessaire. Et c'est toujours comme ça. Le bébé a jamais mis des couches. Je voudrais rebondir sur ça, Julie, parce que j'ai rencontré l'année dernière une jeune maman, une très jeune maman, qui devait avoir 24 ans, je crois, avec sa petite fille de 1 an,
qui n'avait jamais mis de couche. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on dit faire ses besoins. C'est un besoin de se vider. C'est un vrai besoin. Et finalement, mettre des couches, c'est ne pas écouter et ne pas répondre à ce besoin. Et en plus, c'est un besoin, je pense, vachement important parce que c'est pareil, aucun animal ne reste dans ses crottes, dans ses excréments, jamais, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais c'est incroyable quand même qu'on en soit arrivé à éteindre le, le- le signal de ce besoin. Et les enfants, on l'éteint de plus en plus puisque les couches sont tellement absorbantes qu'ils sentent même plus qu'ils aient de faire pipi, qu'ils sont pleins de pipi. Et, et c'est vrai que c'est hyper intéressant en fait, de savoir qu'en fait, c'est vrai, quand le bébé, quand on s'entend, quand on sent tortille un petit peu, qui bouge et tout d'un coup, hop, ça devient le signal qu'à je sais qu'il a besoin de faire pipi. Et en fait, cette petite fille, pareil, à 7 mois, je crois, la maman savait quand elle allait faire pipi. Et elle lui présentait, voilà, ça y est, c'était fini. C'est génial. Mais c'est un vrai besoin. C'est un besoin. S'il faut remonter jusque-là, C'est incroyable. on Et le c'est aussi c'était bien avec aujourd'hui. l'allaitement, ça donne le message au bébé que l'univers est là pour moi Mm. et il sait ce dont j'ai besoin Mm, et répondre à ça avec amour et avec conscience. mm, Et voilà, ben, je suis tenue par cet amour et ces bras autour de moi pour tout ce dont j'ai besoin. mm, Et je trouve ça tellement beau. mm, Mm. Mhm. mm, mm. Amélie. Moi, je voudrais aussi ajouter une dimension dont on n'a pas parlé encore trop sur cette histoire de postpartum, c'est aussi le rôle du partenaire. Le rôle essentiel du partenaire qui, pour moi, donc, ne commence pas à la période du postpartum, mais commence effectivement, parce que cet enfant a été conçu à deux, il va être accueilli à deux, mais si dans tout ce processus de la grossesse, euh, il prend un peu plus sa place, en tout cas, si on peut lui donner une place différente de de ce qu'elle est aujourd'hui, parce que moi, c'est les retours que j'ai des papas. Souvent, on ne me demande pas mon avis, même dans les rendez-vous médicaux, on ne s'adresse pas à moi. Voilà, il y a quand même un manque d'équilibre, je trouve, dans la place qui est donnée aux partenaires. Et pour moi, ça paraît essentiel aussi pour le couple, dans la manière dont la grossesse, le jour de la naissance et hypnonaissance, pour ça, donne complètement la place aux partenaires à la fois en termes d'information, mais aussi en termes de mieux comprendre effectivement le processus, comment il va pouvoir être présent pour la maman, l'accompagner vers une transition ben, justement beaucoup plus douce, un vécu qui peut être positif, parce que oui, c'est possible, même si c'est pas la majorité des histoires qu'on entend. Et en prenant cette place, ben, la suite va devenir là aussi quelque chose de naturel. C'est-à-dire que les papas hypnonaissance, en tout cas dans les retours que j'en ai, ils s'occupent naturellement de leur bébé. Il y a vraiment cet équilibre qui est beaucoup plus présent aussi euh, dans les soins qui sont donnés au bébé. Et on sait que bah, le papa lui aussi vit un bouleversement à la fois hormonal et qu'il a tout à fait aussi les prédispositions pour s'occuper de son bébé Mhm. et que c'est pas une chance d'avoir un papa qui s'occupe de son bébé, ça devrait être naturel. Mhm. Mais encore une fois, voilà, ça passe par toute cette continuité dans le fait de lui donner sa place. Et pour moi, ça aussi peut faire partie des solutions, entre guillemets, pour réduire ces difficultés dans le postpartum. Parce que souvent, la mère se sent terriblement seule euh, dans tout ce processus. Donc, je voulais aussi souligner que ça fait partie, pour moi, des réponses qu'on peut apporter dans la préparation aussi au postpartum. Voilà. C'est magnifique. Même au-delà des solutions, c'est une nécessité, oui. C'est une nécessité que ce soit le papa ou que ce soit le village, il faut du monde autour de soi. Il faut du monde autour de soi. Oui, parce que c'est très, très fatigant. Après la naissance, à l'été, tout ce qui, la présence de la mère, elle a vraiment besoin d'être, qu'il y ait une mère autour d'elle Mm. qui s'occupe d'elle. Et dans le temps, il y avait les grands-parents, il y avait le village. Et là, maintenant, la maman se trouve très seule. Mm. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec ce que nous, on propose aux mamans, s'il y a des futurs parents qui nous regardent?
qu'est-ce que pour éviter justement que leur naissance soit très difficile et vraiment amener à cette rupture de mère-bébé et toutes les merveilleuses choses que ça peut être, qu'elle peut vivre, il peut vivre avec le papa aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait les offrir? Juste la qualité du lien. euh, c'est veiller au lien, en fait. Le lien dans le couple, tous les liens. La qualité des liens, les liens dans le couple, les liens avec les personnes que l'on fréquente ou que l'on choisit de ne plus fréquenter. La qualité de l'environnement dans lequel on vit, c'est la chose basique. En fait, ça a l'air basique comme ça, mais on est habitué à supporter tellement de choses qui nous sont inconfortables que euh, si on ne le fait pas pour soi, faisons-le pour le bébé à venir. Prenons soin de ce qui nous fait du bien pour l'enfant à venir. C'est la meilleure chose à faire pour lui, en fait. C'est apprendre à se respecter, s'écouter. Euh, c'est pour ça que l'hypnonaissance est extrêmement complète et que c'est pas juste des outils pour le jour J euh, baisser le volume de la douleur. Il s'agit de revoir les relations, la conscience de chacun dans la vie, dans sa façon d'habiter la vie. Mm. Oui, ça peut être complètement différent, une autre histoire de beauté, de bien-être. Et si des parents, par exemple, viennent vers nous, parce que je suis éducatrice et formatrice aussi en hypnonaissance, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment les offrir à travers cet accompagnement qui ferait vraiment un parcours très différent? C'est Amélie, toi tu l'as dit que le père est complètement euh, ensemble avec la mère pendant le cours d'hypnonaissance. Et quel est ce parcours de ce couple qui va faire une différence de naissance et une différence vraiment de postpartum? Quels sont quelques outils que les couples vont pouvoir accueillir dans leur vie? Alors déjà, effectivement, l'hypnonaissance va leur offrir une parenthèse en plus de ce qu'ils ont, on va dire, à côté dans leur suivi médical, mais qui n'aura rien à voir puisque là, on va offrir un espace d'écoute, un espace effectivement où ils vont pouvoir un petit peu mieux comprendre ce processus de la naissance, euh, revoir un petit peu des fois toutes leurs croyances autour de ça, et on sait à quel point nos croyances influencent notre expérience. Donc ça va être vraiment une déconstruction pas à pas de tout ça, de tous ces mythes autour de la naissance, et surtout ensemble, ils vont pouvoir acquérir des outils très concrets, très naturels, comme par exemple apprendre à respirer. L'hypnonaissance offre différentes techniques de respiration, notamment pour gérer les différentes phases de la naissance. Donc ça, on sait que c'est des outils essentiels que les mamans apprécient énormément. Il y a aussi le pouvoir de la visualisation qui va permettre aussi d'être vraiment proactif pendant le travail. Donc ça va être aussi un outil très simple à utiliser. Et tout ce qui va être autour de la gestion des peurs, la relaxation et même l'hypnose, qui va là être un état de relaxation physique et mentale, qui va faire en sorte de ne pas entraver le processus de naissance, puisqu'on le rappelle pendant les cours, le corps sait exactement quoi faire. Le corps sait faire. Comment va-t-on pouvoir lui permettre de faire ce qu'il sait faire, de s'adosser à cette intelligence, à cette force qui traverse la maman à ce moment-là et comment ils vont pouvoir ensemble accompagner ce processus pour vivre bah, effectivement une expérience beaucoup plus confortable et voire même positive. Parce que oui, c'est possible. Donc l'hypnonaissance va offrir vraiment des outils très concrets d'accompagnement. Ça va pas être seulement une compréhension de la naissance, ça va être vraiment voilà, à plusieurs niveaux et des choses qu'ils vont pouvoir réutiliser même dans la période du postpartum, puisque ça va être comme une nouvelle manière de vivre en fait, comment être connecté à son corps, comment gérer les peurs et le remplacer par justement les hormones plutôt de l'amour, de l'attachement. Donc voilà, l'hypnonaissance offre concrètement cet espace aux parents qui fait une vraie différence déjà pour le vécu de fin de grossesse. Ça, c'est aussi un retour qui revient systématiquement. Souvent, les femmes disent le dernier trimestre, c'est compliqué. Ben, les femmes en hypnonaissance vivent très bien leur dernier trimestre parce que régulièrement, au quotidien, elles s'accompagnent avec ces techniques
de respiration, de détente, de connexion avec le bébé. Et elles disent de manière unanime, j'ai hâte d'accoucher, j'ai hâte de rencontrer mon bébé. Donc vous voyez déjà, ça change complètement le vécu de fin de grossesse, le jour de la naissance. Et donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, change aussi le vécu du postpartum. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai eu les couples, les mamans qui ont dit tout de suite après, ah, je vais en faire un autre maintenant, c'était tellement merveilleux. C'est vrai. Ça nous change un peu, hein. C'est magnifique. Alors, Alexandre, un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on offre à des couples qui viennent nous voir? Ah ouais, on leur offre la lumière, la joie, le plaisir de devenir parents et en fait, on leur redonne la confiance. On ouvre quelques fenêtres de connaissance et de conscience, et donc de conscience. On leur permet de faire des choix éclairés et on les accompagne dans ce cheminement vers eux-mêmes, en fait. Pour moi, donner naissance, c'est naître à soi aussi. Naître à soi en tant que mère, naître à soi en tant que père. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est accompagner les parents, à devenir, à s'ouvrir à eux-mêmes, en fait, à s'émerveiller eux-mêmes. Euh, je reviendrai toujours pareil, hein, sur la puissance du cœur et la puissance de l'esprit. Avec le meilleur outil, c'est le souffle. Donc, c'est tellement sacré, c'est tellement beau, c'est tellement profond, c'est la vie. Oui, l'idée de respirer son bébé au monde, ça, c'est un changement énorme. Mhm. Au lieu de pousser, on respire son bébé au monde. Ça, c'est magnifique avec l'hypnonaissance. Et moi, j'aimerais juste ajouter l'ocytocine. On est fait, des êtres humains, on est fait pour vivre dans l'amour. Et on a complètement oublié ça. Tout est peur et stress. Et quand on est dans la peur et le stress, notre corps de femme ou d'homme ne peut plus fonctionner normalement. Et alors, quand on apprend depuis le début en hypnonaissance comment gérer ses propres, l'ocytocine qui est nécessaire pour l'accouchement et pour le bien-être, pour notre santé, et les endorphines 200 fois plus fort que la morphine, et qu'on devient, comment dire, avec notre pouvoir de faire ça à volonté quand on veut, ça change tout aussi. Et on peut commencer la vie avec un bébé dans l'ocytocine et que ça peut être tout au long de la vie d'un être humain. Imaginez ça, si chaque être vivait dans l'amour tout le temps. Il faut Est-ce faire que ce c'est choix. possible? Moi, je suis convaincue. On Il est faut faire loin ce de ça choix. maintenant. Comment? Il faut faire ce choix. C'est Il un faut faire choix ce choix. à faire. C'est un choix à faire. Et C'est ça. Alors, on a maintenant est arrivé à la fin de cette conversation. C'est passionnant. On pourrait rester pendant des heures à parler de tout ça parce qu'on est tous, toutes les deux, tous les trois complètement passionnés. Et j'aimerais vous inviter, si vous êtes en train d'écouter ça, de s'abonner à notre chaîne YouTube et liker cette conversation. Mettez vos questions aussi dans les commentaires et on va revenir avec plus de thèmes à aborder. Et prochainement, je vais interviewer quelqu'un qui va nous parler de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose et où est sa place dans notre vie et dans la vie d'un maman, un couple qui va donner naissance à leur bébé. Et aussi, on va parler à quelques pères qui ont cette vécu de vivre deux grossesses euh, avec l'hypnonaissance et maintenant de l'enseigner. Alors, restez avec nous euh, et on va revenir très, très bientôt. Excusez-moi, mon français, c'est mon deuxième langue et c'est comme ça. Alors, merci Amélie, merci Alexandra, et très très bientôt pour plus de conversations. On va mettre en dessous ici vos sites web, comme ça, si vous voulez être en contact avec Amélie qui est dans le euh, quel département? Dans le 19. Dans le 19, Mhm. et Alexandra, si je ne me trompe pas, dans le 06. 06 et Paris. Ouais, les deux.
06 et Paris. Voilà. Là, je fais hypnobirthing in English. If you must. Waouh, super. Alors aussi, on peut, si vous parlez d'autres langues, on peut vous mettre en contact euh, avec beaucoup de éducateurs, éducatrices qui enseignent dans beaucoup de langues. Alors, soyez pas timide, venez nous donner un coucou et mettez vos commentaires, comme ça on peut répondre vraiment à vos questions et amener des experts qui seront là vraiment pour aller au fond de ce sujet. Parce que toute l'humanité dépend de la qualité de ce passage avant la conception jusqu'à la petite enfance. Alors un grand merci à vous, Alexandra et Amélie. À très très bientôt, j'espère. Et bonne continuation avec les couples et avec la vie. Merci, Julie. Merci. Merci.